Le prophète au manteau vert de John Buchan, partie 2 du livre audio, chapitre 3. Peter Pinard. Nos départs eurent lieu sans bruit, sauf celui de l'Américain. Sandy passa une quinzaine fort occupée à sa façon obscure. Tantôt au British Museum, tantôt parcourant le pays pour revoir de vieux compagnons d'exploration, tantôt au War Office. Mais on le trouvait le plus souvent chez moi, méditant profondément, enfoui dans un fauteuil. Il partit enfin pour le Caire le 1er décembre, comme messager du roi. Je savais qu'une fois là, le messager du roi disparaîtrait et serait remplacé par quelque étrange chenapan oriental. C'eût été de l'impertinence de ma part de m'informer de ses projets, car Sandy était un véritable professionnel, alors que je n'étais qu'un amateur. Avec Blencaron, ce fut tout différent. Sir Walter m'avertit qu'il y aurait du grabuge, et je me doutais, rien qu'à son regard, de ce qui allait se passer. L'Américain se hâta d'écrire aux journaux une lettre ouverte, signée de son nom. Il venait d'y avoir à la Chambre des communes un débat sur la politique étrangère. Le speech d'un idiot quelconque lui fournit le thème qu'il cherchait. Blencaron déclara qu'au début de la guerre, il avait été de cœur et d'âme avec les Anglais, mais qu'il se voyait maintenant obligé, quoique à regret, de changer d'avis. Il affirma hautement que notre blocus constituait un défi aux lois de Dieu et de l'humanité, et que la Grande-Bretagne était, au moment actuel, l'incarnation même du prussianisme. Cette lettre provoqua un gros exclandre, et le journal qu'il imprima eut maille à partir avec la censure. Mais ce n'était là que le début de la campagne de M. Blencaron. Il s'acoquina avec quelques individus qui se disaient appartenir à la Ligue des démocrates contre l'agression et qui estimaient que l'on ne pourrait rien reprocher à l'Allemagne si nous voulions bien nous abstenir de la froisser. Un meeting organisé sous leurs auspices, où il fit un discours, fut dispersé par la foule indignée. Mais John S. avait eu le temps d'exprimer nombre de sentiments extraordinaires. Je n'y étais pas, mais un de mes amis m'affirma qu'il n'avait jamais entendu un pareil ramassis de sottises. Blencaron déclara, entre autres choses, que l'Allemagne avait raison de désirer la liberté des mers, que l'Amérique la soutiendrait en cela, et que la paix mondiale était autrement menacée par la flotte britannique que par l'armée du Kaiser. Il admit qu'il avait pensé autrement, mais étant honnête homme, il ne craignait pas de regarder les faits en face. Son discours se termina brusquement au moment où un chou de Bruxelles, lancé d'une main experte, vint l'atteindre en plein dans l'œil. Et sur ce, il se mit à jurer de la façon la moins pacifiste du monde. Il écrivit ensuite d'autres lettres à la presse, déclarant que la liberté de parole n'existait plus en Angleterre. Et il trouva un tas d'imbéciles pour le soutenir. Quelques Américains voulurent le lyncher et on l'expulsa du Savoy. On agita la question de le déporter et il y eut même des interpellations à ce sujet au Parlement. Le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères affirma qu'il suivait l'affaire. Trouvant que Blencaron dépassait peut-être la mesure, j'allai voir Sir Walter qui me rassura. « Notre ami est extrêmement minutieux dans tout ce qu'il entreprend, me dit-il. Il sait très bien ce qu'il fait. Nous venons de lui demander officiellement de quitter le pays et il s'embarquera lundi à Newcastle. Nous allons le filer partout où il ira et nous espérons provoquer de nouveaux troubles. C'est un garçon très habile. » Je vis Blencaron pour la dernière fois dans St. James Street. Je m'approchai la main tendue, mais il me dit que mon uniforme était une pollution et fit même un petit discours à ce sujet à quelques badauds qui s'étaient réunis. Il fut sifflé et dut se réfugier dans un taxi. Mais au moment où le taxi démarrait, il me décocha un clignement d'œil. Je lus, le lundi suivant, qu'il venait de partir, et tous les journaux remarquèrent que c'était un fameux débarras. Le 3 décembre, je m'embarquai à mon tour à Liverpool sur un navire à destination de l'Argentine, faisant escale à Lisbonne. Je dus naturellement obtenir un passeport du Foreign Office
afin de pouvoir quitter l'Angleterre, mais dès lors, je n'eus plus aucun rapport avec le gouvernement. J'avais envisagé avec soin tous les détails de mon voyage. Lisbonne était un excellent endroit où débarquer, car c'est le rendez-vous de chenapans venant de différentes parties de l'Afrique. Mon équipement se composait d'une vieille valise et mes vêtements étaient les reliques de ma campagne sud-africaine. Je laissai pousser ma barbe plusieurs jours avant mon départ et j'eus vite un menton broussailleux digne d'un véritable jeune Boer. Je m'appelais Brandt, Cornelius Brandt. C'est du moins ce qu'affirmait mon passeport, et les passeports ne mentent jamais. Il n'y avait que 2 autres passagers sur cet horrible bateau. Ils ne firent leur apparition que lorsque nous eûmes franchi le golfe de Biscaye. Je fus assez malade moi-même, mais je réussis pourtant à me tenir debout, car la puanteur de ma cabine eût dégoûté un hippopotame. Le vieux sabot mit 2 jours et 2 nuits pour aller d'Ushant au Finistère. Puis le temps changea et nous laissâmes derrière nous les bourrasques de neige pour plonger en plein été. Les collines du Portugal étaient bleues et vertes comme le Kalahari, et avant d'atteindre le Tage, je commençais à oublier que j'eusse jamais quitté la Rhodésie. Parmi les marins, il y avait un Hollandais avec qui je baragouinais le Taal. Et ce fut là toute ma conversation pendant la traversée, à part le « bonjour » et le « bonsoir » que j'échangeais quotidiennement avec le capitaine. Nous amarrâmes près des quais de Lisbonne par un matin bleu et très chaud. Il me fallait dorénavant être très prudent. Je laissais partir la barque qui allait à terre et je ne quittais pas le bateau, mais déjeunais lentement. Je remontai ensuite sur le pont et j'aperçus, jetant l'ancre au milieu du fleuve, un autre navire à la cheminée bleue et blanche que je connaissais bien. Je me dis qu'1 mois auparavant, ce même navire avait quitté les marais de Manguier d'Angola. Rien ne pouvait mieux servir mon dessein. Je résolus de l'aborder, prétendant que je cherchais un ami, et de n'aller à terre que dans un de ses canots. De cette façon, si quelqu'un à Lisbonne témoignait une curiosité quelconque à mon égard, il penserait que j'arrivais tout droit de l'Afrique portugaise. Je hélai un des nombreux passeurs et descendis dans sa barque avec ma valise. Nous abordâmes le navire, qui s'appelait Henri le Navigateur, au moment où le premier canot quittait le bord, emportant une foule de Portugais, ce qui me convenait à merveille. La première personne que je rencontrai au haut de l'échelle fut le vieux Peter Pinard. C'était là une chance absolument invraisemblable. Peter ouvrait des yeux et une bouche démesurée, et il venait de prononcer « Halle Martisch » lorsque je le rembarrai brusquement. « Brandt, dis-je, je suis Cornelius Brandt à présent. »« Qui est capitaine de ce navire ? Est-ce toujours le vieux Sloget ?»« Ya, dit Peter en se ressaisissant. Il parlait de vous hier. » De mieux en mieux. J'envoyai Peter à la recherche de Sloget, avec qui j'eus bientôt une petite conversation derrière la porte close de sa cabine. « Il faut m'inscrire sur le livre de bord, lui déclarai-je. J'ai embarqué à Mosamed, et je m'appelle Cornelius Brandt. » Au début, Sloget fit quelques objections. Il déclara que c'était une félonie. Je lui répondis que c'était bien possible, mais qu'il devait le faire quand même pour des raisons que je ne pouvais lui dire, mais qui étaient à l'éloge de tous. À la fin, il consentit et je vérifiai la chose. J'avais l'avantage sur lui car je le connaissais depuis longtemps, alors qu'il possédait un remorqueur délabré sur la baie de Lagoa. Peter et moi débarquâmes. Nous nous pavanâmes dans les rues de Lisbonne comme si nous possédions des De Beers. Nous prîmes des chambres au Grand Hôtel, situé en face de la gare, et nous nous conduisîmes comme de vulgaires Sud-Africains bambochards. Il faisait très beau. Je louai une auto que je conduisis moi-même. On nous recommanda d'aller visiter Sintra et on nous indiqua la route. Je voulais trouver un endroit tranquille où parler sans crainte, car j'avais beaucoup de choses à dire à Peter Pinard. Je baptisai l'auto « La terreur de Lusitanie ». C'est par miracle que nous ne fûmes pas tués. Il y avait quelque chose d'irrémédiablement détraqué dans l'embrayage. Nous dérapâmes plusieurs fois sur la route, évitant la catastrophe. Nous arrivâmes néanmoins, sains et saufs, à Sintra, où nous déjeunâmes vis-à-vis du palais mauresque.
Laissant l'auto au garage, nous allâmes faire un tour parmi les collines. Ce fut là, assis sur l'herbe maigre qui ressemblait beaucoup à celle du veldt, que je mis Peter au courant de la situation. Mais il faut tout d'abord vous dire quelques mots de Peter. C'est lui qui m'a appris tout ce que j'ai jamais su concernant la vie du veldt et concernant la nature humaine par-dessus le marché. Il venait de l'ancienne colonie de Burgersdorp, je crois, mais il émigra au Transvaal lorsqu'on inaugura les mines d'or de Lydenburg. Il fut tour à tour prospecteur, agent de transport et chasseur, mais surtout chasseur. Et dans ces temps-là, ce n'était guère un citoyen recommandable. Il avait été au Swaziland avec Bob McNabb, et vous savez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Puis il se mit à vendre de fausses mines d'or à de gros bonnets de Kimberley et de Johannesburg. Et je vous prie de croire qu'il n'ignorait rien de l'art de truquer une mine. Ensuite, il alla au Kalahari, où son nom devint célèbre. Il connut une ère de respectabilité relative pendant la guerre Matabele, car il fut un éclaireur remarquable. Cecil Rhodes voulut l'installer dans une ferme à bestiaux du côté de Salisbury, mais Peter était trop indépendant pour se reconnaître un maître. Il se mit alors à chasser le gros gibier. C'était sa spécialité, car il savait suivre un tsitsébé à travers la brousse, et de ma vie, je ne rencontrais meilleur tueur de gibier. Il conduisait des bandes de chasseurs aux hauteurs de Pungui et dans le Barotseland, et même jusqu'au Tanganyika. Puis il se spécialisa dans la région de Ngami, où j'ai chassé une fois avec lui, et il m'accompagna lorsque je partis comme prospecteur dans le Damaraland. Quand la guerre des Boers éclata, Peter se rangea du côté des Anglais, comme beaucoup d'autres de ses pareils, et il se chargea du service des renseignements dans le nord du Transvaal. Bayers l'aurait fait pendre s'il avait pu mettre la main sur lui, et pendant très longtemps, les relations entre Peter et ses compatriotes furent très tendues. La guerre finie et le calme à peu près rétabli, il s'installa à Bulawayo et il m'accompagnait lorsque je partais sur le trek. Au moment où j'ai quitté l'Afrique 2 ans auparavant, je l'avais perdu de vue depuis des mois, et j'appris qu'il était au Congo en train de voler des éléphants. Il avait toujours eu derrière la tête l'idée de provoquer des troubles en Angola, afin que le gouvernement de l'Union soit forcé de l'annexer pour rétablir la paix. Après Cecil Rhodes, Peter était certainement l'homme possédant les plus vastes idées au sud de l'équateur. Pinard mesurait plus de 1,80 m. Il était très maigre, très actif et fort comme un buffle. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, son visage était doux comme celui d'une jeune fille, et il avait une voix traînante et douce. D'après sa mise, il était évident qu'il venait de passer de durs moments, car ses habits provenaient sûrement de Lobito Bay. Maigre comme un clou, très hâlé par le soleil, la barbe entremêlée de nombreux fils gris, il avait 56 ans et paraissait bien son âge. Je lui demandai ce qu'il avait fait depuis le début de la guerre. Il cracha à terre, selon l'habitude cafre, et dit qu'il avait passé par l'enfer. « J'ai été retardé sur le Kafou, me dit-il. Lorsque le vieux Letsitela m'apprit que les Blancs se battaient, j'eus la brillante idée d'essayer de pénétrer dans le sud-ouest africain allemand par le nord. Vous comprenez, je savais très bien que Botha ne resterait pas longtemps étranger à la guerre. Eh bien, j'ai en effet réussi à entrer en territoire allemand. Mais une fois là, un skellum d'officier est arrivé qui a réquisitionné tous mes mulets et voulait me réquisitionner moi-même. C'était un homme très laid, au visage tout jaune. » Peter se mit à bourrer une pipe avec le tabac qu'il tirait d'une blague en peau de coudou. « Et avez-vous été réquisitionné ?» demandai-je. « Non, je lui ai tiré un coup de fusil. Je ne voulais pas le tuer, mais seulement le blesser grièvement. J'étais dans mon droit, car il avait tiré le premier, et la balle m'avait atteint à l'épaule gauche. Alors j'ai voyagé aussi vite que possible, et je suis enfin parvenu à Ovamba. J'ai fait bien des voyages, mais jamais de plus durs. Je fus 4 jours sans eau et 6 jours sans nourriture. Puis la malchance voulut que je rencontre Nkitla. Vous vous souvenez de lui ? Il affirma que je lui devais de l'argent pour le bétail que je lui avais acheté lorsque j'avais passé par là avec Karowab. Ce n'était pas vrai, mais il ne voulut pas en démordre et refusa de me donner des moyens de transport.
J'ai donc traversé les monts Kalahari à pied. Brrr, j'avançais aussi lentement qu'une veau, revenant de Nartmal. Je mis plusieurs semaines à franchir ces montagnes, et lorsque je parvins enfin au kraal de l'Eschwé, j'appris que les combats avaient cessé et que Botha avait vaincu les Allemands. Cela n'était pas vrai non plus, mais cette nouvelle me trompa et je me dirigeai vers le nord, du côté de la Rhodésie, où j'appris la vérité. Alors, je jugeai que la guerre était trop avancée pour pouvoir en tirer aucun profit, et je m'enfuis en Angola à la recherche de réfugiés allemands. Dès ce moment, je haïssais ce peuple plus que le diable. « Mais que pensiez-vous donc en faire ?» demandai-je. J'avais dans l'idée qu'ils essayeraient de susciter quelque ennui au gouvernement dans ces régions. Je n'aime guère le portugais, mais je suis toujours pour lui, contre les Allemands. Eh bien, j'avais raison. Il y eut en effet du grabuge, et je me suis bien amusé pendant 1 mois ou 2. Peu à peu, tout s'est tassé. Alors, je me suis dit que je ferais mieux de déguerpir pour l'Europe, car l'Afrique du Sud se calmait précisément au moment où le spectacle devenait intéressant. Ainsi, mon vieux Cornelius, me voilà. Croyez-vous qu'il m'accepterait dans l'aviation si je me rasais la barbe ? Vous venez avec moi, mon gars, lui répondis-je. Nous allons en Allemagne. Peter ne témoigna aucun étonnement. Il se contenta de dire « Rappelez-vous que je n'aime guère les Allemands. Je suis bon chrétien, mais j'ai un sacré caractère. » Alors, je lui racontai l'histoire de notre mission. Nous allons nous faire passer, tous deux, pour des partisans de Maritz. Nous sommes allés en Angola, et maintenant, nous nous dirigeons vers le Vaterland pour nous venger un peu de ces diables d'anglais. Nous ne parlons pas allemand, du moins pas en public. Il faut nous mettre d'accord sur les batailles auxquelles nous avons pris part. Que pensez-vous de Kakamas et de Schwittdrift ? Avant la guerre, vous étiez un chasseur de Ngamiland. Comme ils n'auront pas votre dossier, vous pourrez leur raconter toutes les blagues que vous voudrez. Quant à moi, je serai un Afrikander instruit, un des bras droits de Beyers et un copain du vieil Herzog. Nous pouvons donner libre cours à nos imaginations, seulement il ne faut pas nous contredire. « Ja, Cornelius » dit Peter. Il m'avait appelé Cornelius dès l'instant où je lui avais appris mon nom d'emprunt. Il excellait à comprendre immédiatement un rôle nouveau. Mais qu'arrivera-t-il quand nous serons en Allemagne ? Au début, ça ira à la douce. Mais je ne saisis pas bien notre rôle une fois que nous serons au milieu de ces piffres. Il nous faut découvrir ce qui se passe en Turquie. Quand j'étais enfant, le prédicateur nous parlait souvent de ce pays. Que ne suis-je mieux instruit et que ne puis-je me rappeler au juste où la Turquie se trouve sur la carte ? Laissez-moi ce soin, dis-je. Je vous expliquerai tout cela avant que nous arrivions. Nous n'avons pas une piste bien fameuse, mais avec un peu de chance, nous la trouverons. Je vous ai vu faire aussi difficile quand nous chassions des koudous. Sur le Kafou. Peter hocha la tête. Allons-nous nous enterrer dans une ville allemande ? Demanda-t-il d'une voix inquiète. Je n'aimerais guère cela, Cornelius. Nous nous orienterons peu à peu vers l'est et vers Constantinople, dis-je. Peter eut un ricanement silencieux. Allons, nous verrons du pays. Ça me va. Comptez sur moi, Cornelius, mon ami. J'ai toujours désiré voir l'Europe. Il se leva et s'étira. Commençons tout de suite. Sacrebleu, je me demande ce qu'est devenu ce vieux Zoli Maritz, avec sa trompette du poivreau. Ah, ça bardait ferme pendant que j'étais assis jusqu'au cou dans la rivière de l'Orange, espérant que les gars de Britz prendraient ma tête pour une pierre. Une fois lancé, Peter était un aussi fieffé comédien que Blencairn. Pendant le trajet de retour jusqu'à Lisbonne, il discourut si éloquemment sur Maritz et ses aventures dans l'Afrique occidentale allemande que je crus presque qu'elles étaient vraies. Il imagina une excellente histoire de nos faits et gestes, et insista si bien que je la sus vite par cœur. Telle était la manière de Peter. Il déclarait que si on devait jouer un rôle, il fallait y songer, s'en convaincre comme d'une vérité, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à agir tout naturellement. Et de fait, si les 2 hommes qui avaient quitté l'hôtel le matin même étaient des imposteurs, ceux qui y entrèrent le soir étaient de véritables desperados qui mouraient d'envie de se mesurer contre l'Angleterre. Nous passâmes toute la soirée à empiler des preuves en notre faveur. Une république quelconque venait d'être déclarée au Portugal.
En temps ordinaire, les cafés eussent été remplis de politiciens, mais la guerre avait mis fin à toutes les disputes locales, et on ne s'entretenait que de ce qui se passait en France et en Russie. Nous nous dirigeâmes vers un café très éclairé, dans une des principales artères de la ville. Il y avait là nombre d'hommes au regard perçant qui allaient et venaient. Je devinais que c'étaient sans doute des policiers et des espions. Je savais que l'Angleterre est peut-être le seul pays qui ne se soucie pas de ce genre de sport et que nous pouvions nous laisser aller en toute sécurité. Je connaissais le portugais assez bien et Peter le parlait comme un cabaretier de Lourenço Marques. Il ajoutait même des quantités de mots shanganes comme remplissage. Il prit d'abord du curaçao, c'était sans doute un breuvage nouveau pour lui, car sa langue se délia vite. Plusieurs de nos voisins de table dressèrent l'oreille, et nous fûmes bientôt le centre d'un petit cercle. Nous parlâmes de Maritz et de nos aventures, sujets qui ne furent pas appréciés par notre public. Un grand garçon, très bien, déclara que Maritz n'était qu'un sale porc qui serait bientôt pendu. Peter saisit cet impudent à la gorge et au poignet et exigea qu'il lui fît des excuses. Il les obtint. Après cet incident, notre coin fut plutôt houleux. Nos voisins immédiats demeurèrent polis et froids. Mais les autres firent des remarques. Peter déclara que si le Portugal, qu'il avouait aimer beaucoup, demeurait fidèle à l'Angleterre, il misait sur le mauvais cheval. À ces mots, un murmure de désapprobation s'éleva dans la salle. Un vieil homme très respectable, qui paraissait être capitaine de vaisseau, rougit de tout son honnête visage et se leva, regardant Peter droit dans les yeux. Je compris que nous venions de froisser un Anglais, et je le dis à Peter en hollandais. Ce dernier joua son rôle à la perfection. Il se tut tout à coup, jeta des regards furtifs autour de lui, et se mit à me parler à voix basse. Il était l'image crachée d'un conspirateur de mélodrame. Le vieil Anglais nous considérait toujours fixement. « Je ne comprends pas très bien votre sacré patois, dit-il. Mais si, par hasard, vous dites quoi que ce soit contre l'Angleterre, je vous demanderai de bien vouloir le répéter. Et si vous le répétez, je vous casserai la gueule, à l'un ou à l'autre. » C'était un homme à mon goût, mais je devais avant tout jouer mon rôle. Je dis à Peter qu'il ne fallait pas nous disputer dans un endroit public. « Rappelez-vous la grande affaire, lui dis-je mystérieusement. Peter fit un signe affirmatif, et après nous avoir considérés quelques instants avec mépris, le vieux capitaine sortit en crachant par terre. « Le temps arrive où l'Anglais déchantera, fis-je observer à la foule. Après avoir payé un verre à 2 ou 3 hommes présents, nous gagnâmes la sortie à notre tour. À peine étions-nous dans la rue que je sentis une main me saisir le bras. Baissant les yeux, je vis un tout petit homme enfoui dans un grand manteau de fourrure. « Ces messieurs veulent-ils prendre un verre de bière avec moi ?» dit-il dans un hollandais hésitant. « Qui diable êtes-vous » demandai-je. « Gott strafe England. »« Que Dieu punisse l'Angleterre » répondit-il. Et, rejetant le revers de son manteau, il me montra un insigne quelconque passé à sa boutonnière. « Amen, dit Peter. Conduis-nous, l'ami. Nous voulons bien. » Le petit homme nous mena jusqu'à une rue transversale où, après avoir gravi 2 étages, nous nous trouvâmes dans un appartement fort agréable, rempli de belles laques rouges, ce qui me fit croire que nous étions chez un antiquaire. Car, depuis que la République a dissous les couvents et vendu les biens des grands nobles, on trouve des occasions merveilleuses au Portugal en tant que lac et curiosité. Notre hôte remplit 2 grands bocs d'une très bonne bière munichoise. « Prosit, dit-il en levant son verre. Vous venez de l'Afrique du Sud ? Que faites-vous en Europe ? » Nous prîmes tous deux un air maussade et renfrogné. « Ça nous regarde, dis-je. Vous ne pensez pas acheter notre confiance avec un verre de bière, je présume. Vraiment ? Alors, je vous parlerai différemment. D'après votre conversation dans le café, j'ai bien vu que vous ne portiez pas les Anglais dans votre cœur. » À cela, Peter répondit qu'il aimerait piétiner leur grand-mère, phrase cafre qui sonnait d'une façon sinistre en hollandais. L'homme se mit à rire. « Voilà tout ce que je voulais savoir. Vous êtes pour les Allemands ? » « Ça reste à voir, dis-je. S'ils me traitent bien, je me battrai pour eux, ou pour quiconque fait la guerre à l'Angleterre.
L'Angleterre a volé mon pays, corrompu mes compatriotes et m'a exilé. Nous autres, Afrikanders, nous n'oublions pas. Peut-être sommes-nous lents, mais à la fin, nous gagnons toujours. Nous deux, nous valons un gros prix. L'Allemagne combat l'Angleterre dans l'Est africain. Nous connaissons les indigènes comme aucun Anglais ne pourra jamais les connaître. Ils sont trop bons enfants, trop mous. Et les Cafres s'en moquent. Mais nous savons manier les Noirs et les faire combattre comme des démons, tant ils nous craignent. Et quel sera le prix de nos services, mon petit homme ? Je vais vous le dire. Il n'y aura pas de prix. Nous n'en demandons pas. Nous nous battons par haine de l'Angleterre. Peter émit un grognement d'approbation. Voilà qui est bien parlé, dit notre hôte, dont les yeux brillèrent. Ah, il y a du travail en Allemagne pour des hommes de votre trempe. Où allez-vous maintenant ? En Hollande, dis-je. Nous irons ensuite peut-être en Allemagne. Nous sommes las de voyager et nous voulons nous reposer. La guerre sera longue et notre chance se présentera un de ces jours. Mais vous manquerez peut-être votre coup, dit-il d'une voix significative. Si vous m'en croyez, vous vous embarquerez sur le navire qui lève l'ancre demain pour Rotterdam. C'était ce que je voulais, car si nous nous attardions à Lisbonne, il était fort possible qu'un véritable soldat de Maritz arrivât gâter notre jeu. « Je vous conseille de voyager sur le Machado, » répéta-t-il. « Il y a du travail, beaucoup de travail pour vous, en Allemagne. Mais si vous tardez trop, la chance peut passer. Je vais m'occuper de votre voyage. C'est mon rôle d'aider les alliés du Vaterland. » Il prit note de nos noms et écrivit un résumé de nos aventures que Peter consentit à lui raconter avec l'aide de 2 bocs de bière. C'était un Bavarois, et nous bûmes à la santé du prince Ruprecht, le même que j'avais essayé de descendre à Luce. C'était d'une ironie que Peter ne put malheureusement pas apprécier. Autrement, il en eût été ravi. Le petit homme nous reconduisit à notre hôtel et vint nous trouver le lendemain à déjeuner, nous apportant nos billets. Mais, suivant mon avis, il ne nous accompagna pas jusqu'au navire. Je lui dis qu'étant des sujets britanniques rebelles, nous ne voulions courir aucun risque à bord, dans le cas où nous serions surpris par un croiseur anglais. Mais Peter le soulagea de 20 livres sterling pour ses frais de voyage, car c'était chez lui un principe de ne jamais oublier de refaire ses ennemis. Comme nous descendions le Tage, nous passâmes le Henri, le navigateur. « J'ai rencontré Sloggett dans la rue, ce matin, » me dit Peter. Il m'a confié qu'un petit bonhomme allemand avait abordé, dès l'aube, pour examiner la liste des passagers. Vous avez eu un rude flair, Cornelius, mon ami. Je suis content que nous allions voir les Allemands. C'est un peuple prudent qu'il est agréable de rencontrer. Chapitre 4. Les aventures des 2 Boers. Les Allemands sont un peuple prudent, comme disait Peter. Nous rencontrâmes un homme sur le quai de Rotterdam. Je craignais qu'on ait appris quelque chose contre nous à Lisbonne et que notre petit ami ait averti ses copains par télégramme. Mais tout allait bien, évidemment. Pendant le voyage, nous avions tracé nos plans avec soin. Nous nous étions efforcés à ne parler que le hollandais et à jouer nos rôles de partisans de Maritz, même entre nous, afin d'entrer dans la peau de nos personnages. Et, ma foi, lorsque nous débarquâmes en Hollande, je n'étais plus très certain de ce qu'avait été mon passé. Il était même à craindre que l'autre côté de mon esprit, qui aurait dû être tout occupé par le grand problème, ne s'atrophiât, et que je ne me trouvasse sous peu au niveau intellectuel du desperado ordinaire de l'arrière-Welt. Nous avions décidé qu'il valait mieux nous diriger directement vers l'Allemagne. Et lorsque l'agent Bosch, que nous rencontrâmes sur le quai, nous apprit qu'un train partait à midi, nous décidâmes de le prendre. J'eus encore un accès de cafard au moment de franchir la frontière. Je reconnus à la gare un messager du roi que j'avais vu en France, et un correspondant de guerre qui s'était amusé à se balader dans notre secteur près de Loos. Puis j'entendis une femme parler anglais. Ce fut comme le chant d'une alouette au milieu des sonorités rauques des voix hollandaises. Dans le kiosque, on vendait des journaux anglais. J'éprouvais une réelle angoisse et je me demandais si jamais je reverrais tout cela. Mais cette humeur disparut dès que le train s'ébranla. Il faisait une journée très claire, très venteuse, et pendant que nous traversions lentement les longs pâturages hollandais, je m'efforçais de répondre aux questions de Peter.
C'était la première fois qu'il visitait l'Europe. Il était émerveillé de la culture du sol. Nous étions tout absorbés par notre conversation lorsque le train parvint à la station frontière, traversa lourdement le pont du canal et s'arrêta en Allemagne. Je m'attendais à voir une grande palissade tout hérissée de fils de fer et de tranchées, mais je ne vis rien, du côté allemand, qu'une demi-douzaine de sentinelles en tenue de campagne, telles que je les avais vues à Loos. Un sous-officier, orné du bouton noir et or du Landsturm, fit descendre les voyageurs du train. Nous fûmes tous escortés jusqu'à une grande salle d'attente, où un poêle ronflait. On nous mena ensuite, deux par deux, dans une petite pièce, où on nous interrogea, sans oublier de nous fouiller. J'avais prévenu Peter de cette formalité, mais je dus le tancer assez vertement pour le forcer à se tenir tranquille, car on nous obligea à nous mettre nus comme des vers. Les hommes chargés de cette besogne se montrèrent relativement polis, mais excessivement minutieux. Ils firent une liste de tous les objets que nous avions dans nos poches et dans nos valises. Ils notèrent tous les détails inscrits sur les passeports que nous avait remis l'agent de Rotterdam. Nous étions en train de nous rhabiller lorsqu'un lieutenant entra tout à coup, tenant un papier à la main. C'était un jeune homme d'environ 20 ans, portant des lunettes. « Herr Brandt » appela-t-il. Je fis un signe de tête. « Et voici Herr Pinard » demanda-t-il en hollandais. Il nous fit le salut militaire. « Je vous dois 1000 excuses, messieurs. La lenteur de l'auto du Herr commandant est cause de mon retard. Si j'étais arrivé à temps, vous n'auriez pas eu à vous conformer à cette cérémonie. On nous a avisé de votre arrivée et j'ai reçu l'ordre de vous accompagner pendant votre voyage. Le train pour Berlin ne part que dans une demi-heure. Faites-moi, je vous prie, l'honneur de prendre un bock avec moi. » Ce fut avec un petit sentiment de supériorité que nous nous séparâmes de la foule des voyageurs ordinaires et suivîmes le lieutenant jusqu'au buffet. Il se lança tout de suite dans une conversation, parlant le véritable hollandais, et Peter avait quelque peine à le suivre. Il nous apprit qu'il était inapte au service armé, à cause d'une faiblesse visuelle et d'une maladie de cœur, ce qui ne l'empêchait pas de prêcher sang et feu dans ce buffet étouffant. À l'entendre, l'Allemagne dévorerait la France et la Russie, quand elle voudrait. Mais elle visait d'abord à s'emparer de toute l'Asie centrale, afin de sortir conquérante de la lutte, ayant pratiquement le contrôle de la moitié du monde. « Vos amis les Anglais écoperont les derniers, dit-il, avec un ricanement. Lorsque nous les aurons affamés, lorsque nos sous-marins auront anéanti leur commerce, nous leur montrerons un peu la force de notre flotte. Depuis 1 an, ils ont perdu du temps à parler et à faire de la politique, mais nous avons construit un grand nombre de navires énormes. Mon cousin qui est à Kiel… » Nous n'en entendîmes pas davantage. À ce moment, un petit homme très hâlé entra dans le buffet. Notre lieutenant se leva d'un bond et le salua tout en joignant brusquement les talons. « Voilà les 2 Sud-Africains en question, Herr Capitaine, dit-il. Le nouveau venu nous considéra avec des yeux vifs et intelligents et commença à interroger Peter en Tal. Nous avions eu raison de combiner notre histoire avec soin, car cet homme avait passé des années en Afrique occidentale allemande et connaissait toutes les frontières. Il s'appelait Zorn, et Peter et moi eûmes l'impression d'avoir déjà entendu parler de lui. Je suis heureux de dire que nous nous en tirâmes tous deux avec honneur. Peter raconta son histoire à la perfection, sans exagération, se tournant de temps à autre vers moi pour me demander un nom ou pour vérifier un détail quelconque. Le capitaine Zorn parut satisfait. « Vous m'avez l'air bien trempé, me dit-il, mais rappelez-vous que dans ce pays, nous ne comprenons rien à la ruse. Si vous êtes honnête, on vous récompensera, mais si vous osez jouer un double jeu, nous vous abattrons comme des chiens. Votre race a produit trop de traîtres pour mon goût. »« Je ne souhaite aucune récompense, dis-je rudement. Nous ne sommes ni Allemands, ni esclaves de l'Allemagne. Mais nous combattrons pour elle tant qu'elle luttera contre l'Angleterre. »« Voilà des paroles hardies, dit-il, mais il faut d'abord vous soumettre à la discipline. La discipline a toujours été un point faible chez vous autres Boers. Vous en avez souffert du reste. En Allemagne, la discipline prime tout. Voilà pourquoi nous allons conquérir le monde. Allez, filez, votre train part dans 3 minutes.
Nous verrons ce que von Stumm fera de vous. » Le trajet jusqu'à Berlin me frappa surtout par sa banalité. Le lieutenant aux lunettes s'endormit et nous eûmes le wagon à nous pendant la plus grande partie du trajet. De temps à autre, des permissionnaires s'y faufilaient. C'étaient en général des hommes à l'air très las, aux yeux fatigués, pauvres diables revenant de l'Isère ou du saillant d'Ypres. J'aurais bien voulu leur parler, mais officiellement je ne connaissais pas l'allemand, et les conversations que je surpris ne m'apprirent pas grand-chose. Ils s'entretenaient surtout de détails concernant leur régiment. L'un d'eux, qui paraissait avoir un meilleur moral, observa que c'était leur dernier Noël de misère et que l'année prochaine, ils passeraient les fêtes chez lui, les poches bien garnies. Et les camarades acquiescèrent, mais sans grande conviction. La journée d'hiver était courte et la plus grande partie de notre voyage se passa dans l'obscurité. Je voyais de ma portière les lumières clignotantes de petits villages et, de temps à autre, le flamboiement d'aciéries et de forges. Nous nous arrêtâmes pour dîner dans une gare dont le quai était bondé de détachements qui se portaient vers le front. Nous ne remarquâmes pas la rareté des vivres dont on parlait si volontiers dans les journaux anglais. Nous fîmes un excellent repas au buffet de la gare, lequel nous coûta 3 shillings par tête, y compris une bouteille de vin blanc. Il est vrai que le pain n'était pas fameux, mais je m'en passe facilement. Lorsqu'on me sert un filet de bœuf succulent, avec des légumes tels qu'on nous en donne au Savoy Hotel de Londres. Je craignais de dormir, ne me trahirais-je pas dans le sommeil ? Mais cette crainte fut toute gratuite, car notre escorte ronfla comme un porc, la bouche grande ouverte, pendant tout le trajet. Et comme nous roulions à toute allure à travers la nuit, je me pinçais furtivement afin de m'assurer que j'étais bien en pays ennemi pour une mission insensée. La pluie se mit à tomber et nous traversâmes des villes ruisselantes, où les lumières se reflétaient sur les pavés mouillés. À mesure que nous avancions vers l'est, l'éclairage devenait plus abondant. Après l'obscurité de Londres, se mettait une impression bizarre de glisser à travers des gares rutilantes de lumière et de voir de longues rangées de réverbères se prolongeant jusqu'à l'horizon. Peter s'endormit de bonne heure, mais je demeurai éveillé jusqu'à minuit, essayant de concentrer mes pensées vagabondes. Puis je sommeillais à mon tour. Je me réveillais vers 5 heures du matin. Nous entrions dans une gare aussi animée qu'en plein midi. En somme, le voyage le plus facile et le plus banal que j'eusse fait de ma vie. Le lieutenant s'étira et répara le désordre de sa tenue. Nous portâmes nos légers bagages jusqu'à un droschke, car il n'y avait pas de porteur. Notre escorte jeta au cocher l'adresse d'un hôtel quelconque et nous roulâmes à travers des rues vides, mais excessivement éclairées. « C'est une Dorp, une ville puissante, » remarqua Peter. « En vérité, l'Allemagne est une grande nation. » Le lieutenant fit un signe de tête convaincu. « C'est le plus grand peuple de la terre, » dit-il, « et ses ennemis devront bientôt le reconnaître. » J'aurais donné beaucoup pour pouvoir prendre un bain, mais je pensais que cela s'accorderait peu avec mon rôle. Et puis Peter n'était pas très partisan de fréquentes ablutions. Mais nous fîmes un excellent déjeuner d'œufs et de café au lait, après lequel le lieutenant téléphona. Il fut d'abord dictatorial, puis on le mit sans doute en rapport avec les autorités voulues, car il se montra plus poli, et à la fin de sa communication, son ton était d'une obséquiosité servile. Il nous annonça que dans l'après-midi, il nous conduirait voir un personnage dont il ne pouvait traduire le titre en hollandais. En parlant de lui, la voix du lieutenant était empreinte d'une nuance de vénération. J'en conclus qu'il s'agissait d'un gros bonnet. Lorsque Peter et moi eûmes fait notre toilette, le lieutenant nous mena promener. Nous avions l'air le plus bizarre du monde, mais nous étions aussi sud-africains que si nous sortions du Veldt. Nous portions tous deux des complets en tweed, des chemises de flanelle et des chapeaux mous à large rebord, tels qu'on n'en voit pas en Europe. J'avais de lourds souliers ferrés, et Peter portait une paire de ces abominables brodequins couleur moutarde que les Portugais affectionnent et qui le faisaient marcher clopin-clopant comme une chinoise. Il arborait de plus une cravate de satin écarlate qui devait se voir de 1 kilomètre à la ronde. Ma barbe avait poussé et je la taillais comme celle du général Smuts. La barbe de Peter était longue et molle, pareille à celle d'un takkar.
Il la peignait la semaine des 4 jeudis. Je dois le reconnaître, nous formions une paire de lurons. Le temps s'était remis au beau. Nous nous promenâmes pendant 2 heures. Les rues étaient pleines de monde et les devantures des boutiques étaient très attrayantes, avec leurs étalages de Noël. J'achetai un couteau de poche dans un grand magasin qui était littéralement bondé d'acheteurs. On voyait peu de jeunes gens et la plupart des femmes étaient en deuil. Les uniformes abondaient, mais ceux qui les portaient ressemblaient plutôt à des récupérés ou à des ronds de cuir qu'à des guerriers. En apercevant le grand édifice qui abritait le GQG, nous nous découvrîmes respectueusement. Puis nous considérâmes le Marineamt, et je me demandais quel complot couvait derrière les favoris du vieux Tirpitz. Berlin m'apparut morne et me produisit une impression de propreté fort laide. Et pourtant, j'éprouvais une sensation de dépression beaucoup plus grande qu'à Londres. Je ne sais comment l'exprimer. On eût dit qu'il n'y avait pas d'âme dans toute la capitale, qui rappelait plutôt une grande fabrique qu'une ville. Et vous n'arriverez jamais à faire qu'une fabrique ressemble à une maison, même si vous en décorez le fronton et si vous l'entourez de rosiers. Berlin me déprima tout en me réconfortant. Le peuple allemand me parut amoindri. À 3 heures, le lieutenant nous mena à un grand bâtiment blanc dont l'entrée était gardée par des sentinelles. Un jeune officier d'état-major vint à notre rencontre et nous pria d'attendre 5 minutes dans une antichambre. On nous fit ensuite entrer dans une grande salle où flambait un feu de bois et dont le parquet était si bien ciré que Peter faillit s'asseoir par terre. Un petit homme portant des lunettes, les cheveux rejetés en arrière, était assis devant une table. C'était évidemment un haut personnage, car le lieutenant lui fit le salut militaire et annonça nos noms. Puis il disparut, et l'homme aux lunettes nous fit signe de nous asseoir vis-à-vis de lui. « Vous êtes bien Herr Brandt et Herr Pinard ?» nous demanda-t-il en nous considérant par-dessus ses lunettes. Cependant, toute mon attention était attirée par l'autre occupant de la pièce. Il se tenait, accoudé à la cheminée, le dos au feu. C'était un véritable colosse de près de 2 mètres, avec des épaules larges comme le poitrail d'un bœuf. Il était en uniforme et le ruban de la croix de fer décorait sa boutonnière. Sa tunique était tendue et plissée comme si elle contenait avec peine sa vaste poitrine, et ses mains gigantesques étaient croisées devant lui. Ses bras étaient aussi longs que ceux d'un gorille. Il avait un grand visage paresseux et souriant, un menton carré à fossettes, très proéminent, un front fuyant et un cou qui débordait de son col. Sa tête était piriforme. Il me regarda fixement, avec de petits yeux brillants. Je le regardais également. Je sentais que j'étais tombé sur un spécimen que je cherchais depuis longtemps, sans jamais le rencontrer. C'était le Boche des caricatures. Le vrai Boche, celui que nous voulions abattre. Il était hideux comme un hippopotame, mais très capable. L'homme assis à la table se mit à parler. Je le pris pour un haut fonctionnaire. C'était peut-être un sous-secrétaire d'État. Il parlait le hollandais avec lenteur, mais très correctement. Trop correctement pour Peter. Il tenait une feuille de papier sur laquelle étaient inscrites quelques questions qu'il nous posait. C'était en somme une répétition de l'interrogatoire de Zorn. Je lui répondis sans hésitation, car je savais tous nos mensonges par cœur. Alors, l'homme debout près de la cheminée prit part à la conversation. « Je vais leur parler, votre Excellence, dit-il en allemand. Vous êtes trop académique pour ces porcs d'outre-mer. » Et il se mit à nous parler en taal, avec l'accent épais et guttural de l'Afrique occidentale allemande. « Vous avez entendu parler de moi, dit-il. Je suis le colonel von Stumm qui vainquit les Hereros. » Peter releva vivement la tête. « Ja, Baas, vous avez tranché la tête du chef Bavayan et l'avez exposé, conservé dans de l'alcool dans tout le pays. » Von Stumm se mit à rire, et se tournant vers son ami, il lui dit « Vous voyez, on ne m'a pas oublié. » Puis il ajouta, nous regardant « L'Allemagne traitera ses ennemis comme je traite les miens, et l'on vous traitera ainsi si vous nous manquez en quoi que ce soit. » Il éclata d'un rire bruyant. Il y avait quelque chose d'horrible dans sa joie turbulente. Peter le regardait, les yeux mi-clos, comme je l'ai souvent vu surveillant un éléphant sur le point de charger. Von Stumm se jeta dans un fauteuil,
appuya les coudes sur la table et projeta son visage en avant. « Il y a un beau grabuge dans votre pays. Si je tenais Maritz, je le ferais fouetter attaché à un wagon. Tas d'imbéciles et de chiens. Ils tenaient la victoire et l'ont lâchée. Nous aurions pu allumer une conflagration qui eût chassé les Anglais jusqu'à la mer, et ils l'ont laissé s'éteindre par manque de combustible. Mais ils essayent ensuite de la rallumer quand les cendres ne sont pas refroidies. » Il roula une boulette de papier entre ses doigts et d'une chiquenaude l'envoya en l'air. « Voilà ce que je pense de votre idiot de général, et de vous tous, dit-il. Vous êtes lents comme une grosse vrow et gourmand comme une Aasvogel. » Nous prîmes un air boudeur et renfrogné. « Vous êtes une paire de chiens muets, cria-t-il. Bah, 1000 de nos brandebourgeois eussent gagné la guerre en 15 jours. Seitz ne disposait que de fermiers, d'employés et de demi-cents, et pourtant il fallut Botha, Smots et une douzaine de généraux pour le réduire. Mais Maritz, son mépris nous cingla comme une bouffée de vent. Maritz lutta tant qu'il put, déclara Peter d'un ton maussade. En tout cas, il n'a pas eu la frousse comme vos hommes en voyant le kaki. Peut-être pas, répondit le géant d'une voix doucereuse. Mais sans doute avait-il de bonnes raisons pour cela. Vous autres, Boer, vous retombez toujours sur vos pattes. Il vous est toujours facile de trahir. N'oubliez pas que Maritz s'appelle aujourd'hui Robinson et qu'il reçoit une pension de son ami Botha. Ça, c'est un sacré mensonge, affirma Peter catégoriquement. Je voulais tout simplement me renseigner, répliqua von Stumm, avec une soudaine politesse. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maritz n'a guère plus d'importance que vos Cronje et vos Kruger. Vous cherchez la sécurité et peut-être un nouveau maître. Mais qu'avez-vous à nous proposer? Que pouvez-vous nous apporter? Vous autres, Boer, vous êtes affalés dans la poussière, le joug au cou. Les avocats de Pretoria vous ont tourné la tête. Tenez, voyez-vous cette carte? Dit-il en désignant le mur. L'Afrique du Sud y est teinte en vert. Les conquêtes anglaises y font une tache rouge. Les conquêtes allemandes, une tache jaune. Un jour viendra où la tache entière sera jaune. Ce qui reste pourtant demeurera vert encore quelque temps. Couleur des neutres, des propres à rien, des jeunes gens et des petites demoiselles. Je me demandais où il voulait en venir. Il fixa les yeux sur Peter. « Pourquoi venez-vous ici? La partie est manquée chez vous. Que pouvez-vous nous offrir, à nous autres, Allemands? Vous ne pourriez rien faire en admettant que nous vous donnions 10 millions de marks et que nous vous renvoyions chez vous. Tout au plus, réussiriez-vous à soulever quelques villages et à tuer un policeman? Botha est malin. Il a su vaincre vos rebelles. Le niez-vous? » Peter ne le pouvait. Il avait certains scrupules et c'étaient là ses opinions. « Non, dit-il, ça, c'est vrai, basse. »« Alors, nom de Dieu, que pourriez-vous faire ?» hurla von Stumm. Peter se mit à marmotter quelques bêtises à propos de l'Angola, où l'on pourrait fomenter une révolution parmi les indigènes. Stumm leva les bras au ciel et se mit à jurer. Le sous-secrétaire d'État éclata de rire. Il était grand temps que j'intervienne. Je commençais à comprendre le genre d'homme qu'était von Stumm. Pendant qu'il parlait, j'avais songé à ma mission, qui s'était un peu effacée derrière mon passé boer. Je me dis que Stumm me serait peut-être utile. « Laissez-moi parler, dis-je. Mon ami est un grand chasseur, mais il se bat mieux qu'il ne parle. Ce n'est pas un politicien. Vous dites vrai. Pour l'instant, l'Afrique du Sud est une porte fermée dont la clé se trouve ailleurs. Ici, en Europe, en Orient et dans les autres parties de l'Afrique. Nous sommes venus vous aider à trouver cette clé. » Stumm m'écoutait. « Continuez, mon petit Boer, dit-il. Ce sera nouveau d'entendre un Takar discourir sur la politique mondiale. »« Vous combattez dans l'Est africain, repris-je avec assurance. Et vous vous battrez peut-être bientôt en Égypte. Votre champ de bataille sera toute la côte occidentale du Zambèze du Nord. Les Anglais parcourent le monde entier à la tête de petites expéditions. Je ne sais pas exactement où, mais j'ai lu cela dans les journaux.
Je connais mon Afrique. Vous voulez les battre ici en Europe et sur mer. Donc, vous vous efforcez sagement de les diviser et de les éparpiller à travers le globe, tandis que vous restez chez vous. C'est bien là votre plan. Vous êtes un deuxième Falkenhayn, répliqua Stoom en riant. Eh bien, l'Angleterre ne lâchera pas l'Est africain. Elle craint pour l'Égypte et aussi pour les Indes. Si vous la pressez, elle enverra armée sur armée jusqu'à ce qu'elle soit si faible en Europe qu'un enfant pourra l'écraser. C'est sa manière. Elle se soucie plus de son empire que de ce qui peut advenir de ses alliés. Je vous dis donc d'exercer toujours une plus forte pression là-bas. Détruisez la voie ferrée des lacs, brûlez la capitale et internez tous les Anglais dans l'île de Mombasa. En ce moment, cela vaut plus pour vous que 1000 d'Amaralands. Stoom était vraiment intéressé et le sous-secrétaire d'État dressait l'oreille. « Nous pouvons garder notre territoire, dit le premier. Mais comment diable voulez-vous que nous exercions une plus forte pression ? Ces maudits Anglais tiennent les mers. Nous ne pouvons y envoyer ni hommes ni munitions. Au sud, il y a les Portugais et à l'ouest, les Belges. On ne peut bouger une masse sans levier. Mais le levier est tout près. Il vous attend, dis-je. Alors, montrez-le-moi, pour l'amour de Dieu. Je jetai un coup d'œil vers la porte pour m'assurer qu'elle était bien fermée, comme si ce que j'allais dire était confidentiel. Vous avez besoin d'hommes, et les hommes sont là qui attendent. Ce sont des Noirs, mais de vrais guerriers. Tout autour de vos frontières, vous trouverez les restes des grandes tribus guerrières, les Angoni, les Maasai, les Manyumvesi, et surtout les Somalis du Nord et les habitants du Nil supérieur. C'est là que les Anglais recrutent leurs régiments nègres, et vous aussi. Mais il ne suffit pas d'obtenir des recrues. Il vous faut déclencher des nations entières, comme lorsque les Zoulous, sous la conduite de Tchaka, ont débordé sur toute l'Afrique du Sud. « C'est impossible, déclara le sous-secrétaire d'État. « C'est très possible, au contraire, affirmai-je résolument. Mon ami et moi sommes tout prêts à le faire. » Il m'était très difficile de continuer cette conversation, surtout à cause des fréquents apartés de Stoom en allemand au sous-secrétaire d'État. Il me fallait surtout établir d'une façon indiscutable que j'ignorais l'allemand, et lorsque l'on connaît bien une langue et qu'on est interrompu à tout moment, il n'est pas facile de ne pas montrer qu'on la comprend, soit par une réponse directe, soit en faisant quelque allusion à l'interruption dans la phrase suivante. Je devais être continuellement sur mes gardes et cependant déployer une persuasion infinie afin de les convaincre que je pourrais leur être utile, car il me fallait à tout prix gagner leur confiance. J'ai parcouru l'Afrique entière depuis des années, voyageant à travers l'Ouganda, le Congo et le Nil supérieur. Aucun Anglais ne connaît les Cafres mieux que moi. Nous autres, Afrikanders, nous lisons jusque dans le cœur des Noirs qui nous obéissent tout en nous haïssant. Vous autres, Allemands, vous êtes comme les Anglais, de trop gros bonnets pour comprendre les hommes ordinaires. Vous vous écriez « Civilisons !» Les Anglais proclament « Instruisons !» Et alors le Noir obéit et met de côté ses dieux, mais il ne cesse de les adorer dans son âme. Il nous faut donc mettre ces dieux de notre côté, et alors il remuera ciel et terre. Il nous faut faire ce que Jean Laputa fit avec le collier de la reine de Saba. Tout ça, ce sont des sornettes, déclara Stoom. Mais il ne riait plus. C'est du bon sens, répliquai-je. Mais il faut commencer par le bon bout. Il faut d'abord découvrir la race qui craint ses prêtres. Elle vous attend. Les musulmans de Somalie britannique, de la frontière d'Abyssinie et du Nil bleu et blanc, prendraient feu comme des herbes desséchées si vous vous serviez de leur religion pour allumer l'incendie. Regardez ce que l'Angleterre a souffert de la part d'un moulin fou qui ne régnait que sur une douzaine de villages. Allumez les flammes, et elles consumeront tous les païens du sud et de l'ouest. Voilà l'Afrique. Des milliers de guerriers de l'armée du Mahdi n'avaient jamais entendu parler du prophète avant de voir les drapeaux noirs des émirs les conduire à la bataille. Stoom souriait. Il se tourna vers le sous-secrétaire d'État et, une main placée devant sa bouche, il dit « Voilà l'homme pour Hilda ». L'autre répondit, par une moue un peu effarouchée. Stoom sonna.
Le lieutenant entra et fit le salut militaire. Stumm désigna Peter. « Emmenez cet individu. Nous avons terminé avec lui. L'autre suivra bientôt. » Peter sortit, l'air ahuri, et Stumm se tourna vers moi. « Vous êtes un rêveur, Brandt, dit-il, mais je ne refuserai pourtant pas votre concours. Les rêves se réalisent parfois lorsqu'une armée suit le visionnaire. Mais qui allumera la flamme ? » « Vous, dis-je. »« Que diable voulez-vous dire ? Demanda-t-il. »« Ça, c'est votre rôle. Vous êtes le peuple le plus ingénieux de la terre. Déjà, les pays musulmans sont plus qu'à moitié en votre pouvoir. À vous de nous montrer comment on déchaîne une guerre sainte, car il est clair que vous en détenez le secret. Nous croyons en Dieu. Nous exécuterons vos ordres. »« Nous n'avons pas de secret, » répliqua-t-il vivement en jetant un coup d'œil vers le sous-secrétaire d'État qui regardait par la fenêtre. Je pris une expression consternée, comme si j'éprouvais une profonde déception. « Je ne vous crois pas, déclarai-je. Vous vous moquez de moi. Je n'ai pas fait un voyage de 6000 kilomètres pour qu'on se paie ma tête. »« De la discipline, nom de Dieu !» cria Stumm. « Je ne suis pas un de vos commandos déguenillés. » En 2 enjambées, il me rejoignit. Se dressant au-dessus de moi, il me souleva de mon siège. Les pouces passés sous mes aisselles, il me serrait les épaules. Il me semblait subir l'étreinte d'un orang-outan. Puis il me secoua très lentement et ma tête se mit à tourner. J'avais l'impression que toutes mes dents se détachaient de mes gencives. Puis il me lâcha tout à coup et je retombai mollement sur mon siège. « Maintenant, allez, Fotzak. Rappelez-vous que je suis votre maître, moi, Ulrich von Stumm, qui vous possède comme un cafre possède un chien bâtard. L'Allemagne trouvera peut-être à vous employer lorsque vous me craindrez comme vous n'avez jamais craint votre Dieu. » Et comme je m'éloignais en titubant, le géant souriait de son horrible sourire, et le petit sous-secrétaire d'État souriait aussi tout en clignant les yeux. J'étais vraiment dans un pays étrange, si étrange que je n'avais pas eu le temps de me rendre compte que, pour la première fois de ma vie, on m'avait insulté sans que je rendisse coup pour coup. J'étouffais presque de rage en y songeant. Mais je remerciais Dieu d'avoir su réfréner ma colère en me souvenant de ma mission. Le hasard m'avait fait faire d'utiles connaissances.